Bienvenue dans ce brief quotidien. On va commencer par les nouvelles qui m'intéressent et on fera un peu d'analyse technique à la fin, bien sûr. On va continuer de suivre l'action des prix de Bitcoin qui est sur son support. Va-t-il rebondir? Va-t-il le transpercer? Nous verrons ça très rapidement. Vous pouvez d'ailleurs aller directement au chapitre. Je chapitre les vidéos. N'hésitez pas. Donc, rapidement, MetaMask, Mastercard. MetaMask, c'est le plus gros wallet crypto connecté à l'écosystème Ethereum. C'est un logiciel qui permet d'interagir avec les applications décentralisées de la finance décentralisée. Et ce logiciel, avec l'entreprise qui le pilote surtout, donc on fait un partenariat avec Mastercard pour créer une carte crypto, c'est-à-dire une carte où les actifs ne sont plus détenus par votre banque, mais ils sont, on dit, on-chain. C'est-à-dire que c'est vous qui avez la responsabilité, la garde de vos fonds. Et par contre, à chaque fois que vous arrivez avec votre carte Mastercard et qu'un commerçant accepte, eh bien les deux entreprises qui gèrent à la fois MetaMask et Mastercard, dans leur arrangement, font qu'ils s'occupent de la conversion. Vous n'avez pas à vous soucier de la conversion, évidemment. Le marchand, lui, il recevra par exemple des euros et vous aurez dépensé peut-être un stablecoin dollar, peut-être un stablecoin euro. Ah, ça, c'est à voir. Après, il faudra voir comment on peut alimenter la carte. Ça, c'est par exemple avec une des cartes les plus connues, cartecrypto.com. C'est une carte crypto, mais vous ne pouvez l'alimenter qu'en euros. Alors, c'est-à-dire que vous envoyez par exemple sur votre application des cryptos, vous faites la conversion. Alors, attention, événement fiscal si vous êtes en plus-value au niveau de l'Europe de l'Ouest, on va dire ça comme ça. Et vous alimentez votre carte, mais finalement, c'est euro. La carte, elle est alimentée en euros. Alors, un autre exemple, la Gnosis Pay. Là, c'est toutes ces cartes sont Visa, comme je l'ai dit, c'est eux qui sont en premier vraiment pour l'instant en avance par rapport à Mastercard. La Gnosis Pay, par contre, là, vous avez les fonds on-chain, donc c'est vous qui en êtes responsable, mais vous l'alimentez avec un stablecoin euro. Voilà, donc bon, c'est un marché, je vous l'ai dit, très concurrentiel. Le business plan, évidemment, c'est qu'à chaque fois qu'on top up sa carte ou qu'on change, il y a souvent des petits frais. Donc voilà, bon, à suivre, hein, mais ça c'était une première petite nouvelle. La deuxième, un peu plus intéressante, et surtout on va faire un peu d'histoire. Donc polémique sur Bitcoin, Jane Street aurait manipulé à la baisse le cours du BTC. Alors, Jane Street, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de ces géants de Wall Street, ces véritables géants du marché. C'est une firme mondiale de trading quantitatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils utilisent des algorithmes mathématiques avancées. J'imagine qu'ils ont tout un tas de chercheurs ou justement de cerveaux brillants qui leur construisent suffisamment des actions automatiques. À la fois la captation d'informations et son utilisation. C'est ça l'idée, et d'automatiser, d'être toujours le plus rapide. Et donc avec ça, ils font du trading. Alors ils appellent ça trading quantitatif. Encore une fois, c'est parce que ça s'appuie sur des modèles statistiques. Donc ils prennent des positions sur le marché. Ils sont market makers. Ils apportent de la liquidité et là ils participent, ils rendent un service. À la fois le trading aussi, ça va malgré tout un service, c'est-à-dire qu'on apporte de la liquidité. On permet au marché qu'il soit plus fiable, que le spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix annoncé et le prix final d'une transaction, soit le plus proche justement du prix annoncé, qui est le moins d'écart possible. Et donc plus un marché est liquide, et moins les gens qui ont beaucoup de capitaux font bouger ce marché. Si vous étiez avec 10 milliards par exemple de dollars liquides et que vous dépensiez ça en une seconde sur Bitcoin, je pense que vous le feriez bouger. On verrait une belle bougie verte. Je dis 10 milliards, c'est un peu au hasard, mais si c'est pas avec 10, ça sera avec 50 ou 100. Peu importe, l'histoire c'est la liquidité. Quand vous êtes très très gros, quand vous achetez ou quand vous vendez, en fait, vous bougez malgré vous. Alors on pourrait parler de manipulation, mais vous bougez malgré vous le marché. Et donc, ces market makers qui apportent de la liquidité, ils permettent d'absorber un peu ces flux. Donc, ils rendent un service. Après, technologie, ils sont reconnus pour avoir une technologie de pointe. On en revient aux mathématiques, on en revient, j'imagine qu'ils utilisent l'IA et à toute l'exploitation des données qu'ils captent, parce que comme ils participent au marché et qu'ils sont surtout globaux, ils ont des bureaux à New York, à Londres, à Hong Kong, enfin, ils sont un peu partout. Et c'est des gens, et d'ailleurs, ils sont suspectés d'avoir manipulé. Alors, en plus du BTC à court terme, alors je vous laisse pour aller voir l'article sur le journal du coin. Ils expliquent la suspicion et pourquoi ils suspectent Jane Street d'avoir manipulé à la baisse le BTC et surtout qu'est-ce qu'ils en font. Alors je peux vous lire ce petit passage, c'est qu'évidemment si c'est eux, si effectivement ils ont vraiment manipulé, derrière il y a un plan pour gagner de l'argent. Alors c'est le côté cynique de certains acteurs financiers, surtout que c'est un marché qui n'est pas encore régulé, marché crypto, donc ils peuvent peut-être se permettre de faire des choses qu'ils ne font pas dans le marché traditionnel, même si le journal du coin, l'article relate qu'en Inde, ils ont été bloqués. Voilà, il y a plus de, je crois, 500 ou 600 millions de dollars qui sont bloqués parce qu'ils sont suspectés d'avoir fait des choses pas correctes au niveau du marché indien. Donc, la technique, voilà, donc acheter du Bitcoin au comptant. Donc, ils achètent le véritable actif, la véritable matière première au marché spot. Ils ouvrent des positions, ils short, donc ils parient à la baisse et évidemment, ils provoquent eux-mêmes cette baisse en vendant massivement l'actif qu'ils ont accumulé pendant, alors ça peut être des semaines, des mois, je pense. Mais sauf qu'en vendant tout ce qu'ils ont été capables d'acheter pendant longtemps, leur grosse position en quelques heures, évidemment, ça fait ce que je vous expliquais au début, cette grosse bougie rouge. Et donc, ils prennent à la fois leurs bénéfices
ne serait-ce que, par exemple, s'ils ont acheté du Bitcoin à 70 et qu'ils le vendent à 90, bah déjà, ils sont en bénéfice. Mais en plus, sur leur pari baissier, sur leur short, ce d'autant plus que le fait qu'ils poussent à la baisse fait que ces ventes rapides, ce dump, provoque la liquidation, donc c'est la vente forcée de ceux qui pariaient à la hausse. Et donc, c'est les fameux long squeeze. Vous êtes peut-être plus familier avec l'expression du short squeeze. C'est pareil, c'est lorsque le prix va à la hausse, on force le rachat de ceux qui parient à la baisse. Mais à la baisse, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est les long squeeze. On force la vente de ceux qui ont parié à la hausse. Et donc, ils répètent l'opération. A priori, ils se sont fait tout un tas de sous. Ce qui était, ça m'a rappelé parce que apparemment, le Sam Bankman-Fried, qui avait créé l'échangeur centralisé FTX, a débuté chez eux. Alors, est-ce que c'est un signe? Pour rappel, ce jeune homme avait créé, avant sa chute, le deuxième plus gros échangeur centralisé crypto. C'est-à-dire qu'il y avait Binance, c'est toujours le leader d'ailleurs, Binance, et FTX était le deuxième. Et cet homme et une partie de son équipe jouaient littéralement avec les actifs des clients. C'est-à-dire qu'ils utilisaient vos dépôts pour manipuler. Alors justement, manipuler, cette fois-ci, les cours, acheter ou vendre en fonction des actifs pour faire des paris spéculatifs et essayer, toujours pareil, de gagner dans le mouvement. Donc ce monsieur Bankman-Fried est en prison actuellement. Et ça rappelle que même si, encore une fois, il y a des gros acteurs qui sont capables peut-être de manipuler à court ou moyen terme l'action des prix, ils se font tout ou tard rattraper. Il y a une démarche en justice qui a été débutée face à Jane Street. Encore une fois, je vous renvoie à l'article du journal. Et SBF, on l'appelait par son petit acronyme, SAM, est en prison. Donc ne vous laissez pas impressionner. En tant que particulier, on peut quand même se protéger des grandes manipulations. Et alors, je vais vous remontrer, parlons direct de la grande manipulation. Là, vous êtes sur l'action des prix de AAV. C'est le token de la plus grosse application décentralisée qui réalise un service financier de prêt et d'emprunt. Et vous voyez cette immense mèche là, qui n'a rien à faire là. Je veux dire, c'est moins 70%, et si on zoome, c'était en quelques heures. Je vais passer en journalier. Vous voyez, regardez, ça n'a rien à faire là. Donc la fameuse manipulation, c'était le 10 octobre de mémoire. Voilà. Ça, évidemment, si vous aviez 100% de votre capital sur cet actif en levier, ben vous êtes fait liquider. Même en levier 2, là, pop, moins 70%, 2 heures, voilà, vous sautez. On en vient au long squeeze. Votre position s'est fait liquider, vous avez tout perdu. Et on en revient à la gestion du capital. C'est pour ça que si vous faites des paris spéculatifs, il est essentiel de calibrer votre position et de savoir exactement où couper pour éviter de se faire cramer son compte. Alors après, si vous étiez en spot, vous ne l'avez pas eu passer, passer descendu, c'est remonté aussi vite. Mais il faut le savoir, tout est possible sur les marchés, y compris donc des manipulations géantes. Bitcoin, on revient quand même on suit Bitcoin. Je rappelle, on commence par la vue hebdomadaire. On est sur un immense support. Les sommets de 2021, on est en train de le travailler. On a un RSI qui montre que les vendeurs sont en force, mais dans des zones de survente, zones où habituellement les bas de marché se posent. Cependant, on n'est pas dans les zones de retracement possibles. Donc pour l'instant, notre hypothèse est juste qu'on joue un rebond. On veut voir les acheteurs se manifester pour peut-être réaliser un rebond. Alors, avant-hier, on a vu une belle journée. Hier, c'est une journée de stabilisation. Et vous voyez, je vous ai rajouté un tout petit triangle. Voilà, pour l'instant, même si la journée d'hier était bien, c'est encourageant, les acheteurs se sont manifestés. Finalement, vous voyez qu'on est en train de constituer une figure de latéralisation, triangle, symétrique, peu importe, qui peut casser. Alors souvent, d'ailleurs, ça casse souvent dans la tendance. Donc, les statistiques voudraient dire que on va peut-être continuer à la baisse. Tant qu'on n'a pas, à minima, encore une fois, franchi cette ligne de tendance, et puis après, on peut en tracer des horizontales, on est toujours en train de construire la figure qui nous dira, je repars à la hausse, je fais un rebond, ou malheureusement, parce que évidemment, je suis du côté de la hausse, je parie sur ce petit rebond en contrôlant mon risque, évidemment. Tout ça pour être contrarien. Oui, il faut essayer d'être contrarien sur les marchés. On est toujours, vous voyez, 11 de Fear and Greed. Si même je zoome, voilà, on avait 11 hier, 8, 5. Voilà, on est vraiment dans une zone de peur extrême. Et donc, on joue un rebond pour prendre la majorité, on va dire, à contre-pied, en sachant qu'on est malgré tout dans une tendance baissière. Bitcoin est dans un marché baissier et que pour changer ça, il faudra plusieurs jours, plusieurs chroniques. Et je vous laisse donc vous abonner, vous claquer le pouce et je vous dis à demain. Ciao.